tous d'être venus malgré les intempéries et il me revient la charge extrêmement lourde et honorifique de commencer cette journée, d'introduire cette matinée. Et donc, bienvenue à ce 37e colloque annuel de la FDCI. 37 ans, ça fait quand même beaucoup. J'ai la liste de tous les colloques de tous les 37 années, mais je ne veux pas vous le dérouler, mais c'est quand même assez impressionnant. Et le succès de ce colloque ne se dément pas d'année en année. Merci à tous les intervenants d'être présents. On a un absent qui pour cause de maladie. Je vais vous le dire tout de suite. Et puis merci à vous tous d'être là. Et puis merci également à la fédération, à la FFB qui accueille tous les ans fidèlement ce colloque dans des locaux absolument magnifiques et tout à fait adaptés. Merci Béatrice d'être la représentante de la FFB. Je vais être extrêmement court. Je vais juste dérouler pour vous, pour qu'on soit tous d'accord, l'ordre du jour, de la matinée et de cet après-midi. Donc la matinée est consacrée à l'actualité du droit immobilier, droit de la construction, un regard sur les permis de construire par Madame Rosane Noguelou, conseiller d'État, un regard sur les lotissements par Monsieur le professeur Charles Gispert. Ensuite, on va faire une pause. Après, on va entendre le professeur Pierre Soler-Couteau qui va nous parler de l'actualité du droit de la préemption. On devait avoir à ce niveau-là Vivien Zalewski qui devait nous parler de la réception, de l'actualité de la réception, mais malheureusement, donc, c'est lui qui est grippé. Et on va donc entendre Monsieur Gatien Cazu qui va nous parler, Monsieur le professeur, excusez-moi, qui va nous parler de l'actualité des délais d'action contre les constructeurs et les vendeurs, sujet également qui va nous retenir. Et cet après-midi, ça sera un thème central sur la performance énergétique et abordé par des angles différents par différents intervenants. On va commencer tout de suite par l'actualité du permis de construire. Je vais passer la parole à Madame Rosane Noguelou et vous allez nous parler de la jurisprudence actuelle. Donc en plus vous êtes bien placé au Conseil d'État, de la jurisprudence de ces derniers mois sur le permis de construire, sa création, sa vie et les recours qu'on peut avoir contre les permis. Et je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais jamais vu autant de recours qu'actuellement. Évidemment des recours avant jugement. Et donc on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Chamabot. Pour cette introduction, on reviendra sur le contentieux, effectivement. Alors, ce que vous m'avez dit m'a pas forcément étonné, mais quand même, enfin, le but du législateur a toujours été justement d'essayer de juguler un peu ces recours. Donc, c'est particulièrement intéressant, mais on aura l'occasion peut-être d'échanger, enfin, j'espère d'échanger sur cette question-là. Alors, l'actualité du permis de construire a été très nourrie en 2022. Alors, en fait, elle est toujours très nourrie. Ce qui est bien avec l'urbanisme, c'est que ça ne s'arrête pas. Et ça a été le cas, alors, du côté de la jurisprudence, particulièrement parce que on a assez peu d'arrêts, de sections au Conseil d'État. Et là, on a eu deux sections qui concernent le permis de construire. Donc, c'est quand même assez intéressant à relever. Ça montre la vitalité du droit de l'urbanisme et l'importance qu'accorde le Conseil d'État aux questions relatives à l'urbanisme et tout particulièrement donc au permis de construire. Alors, donc l'objet de mon propos, c'est vraiment de vous présenter cette jurisprudence. Donc, je vais le faire en commençant par les questions de délivrance du permis. On verra ensuite l'exécution du permis, puis effectivement en passant par des arrêts sur les constructions irrégulières et enfin le contentieux du permis. Alors, s'agissant d'abord donc de la délivrance du permis de construire. C'est la première décision de section qui est récente, puisque c'est une décision qui a été rendue vendredi dernier, 9 décembre 2022.
Je vais vous donner, si vous voulez, les numéros de requête à chaque fois. C'est juste pour vous. C'est le numéro 454 221. Et c'est vraiment une décision importante dans la mesure où ce qui est tranché par le Conseil d'État, c'est cette question des demandes dilatoires dans les procédures d'instruction des permis de construire, c'est-à-dire l'administration qui fait durer le plaisir en demandant des pièces, pièce sur pièce, en estimant que le dossier n'était pas complet, et des pièces qui ne sont pas forcément exigibles au sens du Code de l'urbanisme. Comme vous le savez, depuis la loi Elan, le législateur est intervenu en modifiant l'article 423-1 du Code de l'urbanisme pour indiquer de manière expresse, je cite, que le dossier joint aux demandes de permis de construire ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union, des règles relatives à l'utilisation du sol et à l'implantation, à la destination, etc. Et il y a donc une liste limitative des pièces qui peuvent être demandées aux pétitionnaires. Et l'article R423-22 du Code de l'urbanisme précise que le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes. Alors avant l'intervention de la loi Elan, mais la jurisprudence était assez récente, puisqu'elle datait de 2018, le Conseil d'État considérait que le délai d'instruction du permis de construire était nécessairement suspendu par une demande de pièces complémentaires. Et ça permettait donc à l'administration de faire des demandes que l'on pouvait considérer, alors pas toujours le cas, mais enfin que l'on pouvait considérer comme étant dilatoires pour éviter le couperet de l'intervention d'un permis de construire implicite, d'une décision implicite à l'issue du délai d'instruction, puisque la règle en matière d'urbanisme, c'est la délivrance du permis à l'issue du délai d'instruction. Et c'est pour tenir compte de la volonté du législateur, qui était quand même très clairement exprimée dans la loi Elan et dans les travaux préparatoires de la loi Elan, que le Conseil d'État est revenu sur sa jurisprudence, qui en tout état de cause était une jurisprudence antérieure à la disposition législative. Et dans cet arrêt de section, alors c'est monté en section parce que voilà, on revenait sur une jurisprudence de 2018, donc là c'est 4 ans après, il faut quand même manier ça avec délicatesse. Et donc, le Conseil d'État a indiqué que, je cite, « Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite, et en application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié, par une demande, et là le terme est important, par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre 4 de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. » Donc, fin de la possibilité pour l'administration de procéder à ces demandes dilatoires. Il est expressément indiqué que ces demandes sont illégales. Et donc, à l'issue du délai d'instruction, quand bien même l'administration aurait formulé des demandes de pièces qui ne figurent pas dans la liste de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, eh bien, le permis tacite sera considéré comme étant acquis. Alors, la petite, bon, ça soulèvera peut-être des petites difficultés d'application, notamment sur une contestation possible du caractère exigible ou non exigible de la pièce, parce que la liste n'est pas forcément toujours, de la partie réglementaire n'est pas forcément parfaitement claire toujours, mais cette jurisprudence a pour objectif de tirer les conséquences de ce qu'a voulu le législateur et de mieux garantir les droits des pétitionnaires. Ça oblige aussi l'administration à instruire et à instruire dans les délais qui sont prévus par le Code de l'urbanisme, sans pouvoir gagner du temps comme ça, comme elle le faisait parfois avec ces demandes intempestives, dont, je répète, le Conseil d'État indique très clairement qu'elles sont considérées comme étant illégales. Donc voilà, donc ça va changer. Alors après, il va falloir voir. Enfin, je ne sais pas s'il y avait un nombre très important de demandes dilatoires présentées, qui émanaient des administrations en charge de l'instruction des permis de construire. Mais c'est vraiment une décision importante
qui va entraîner forcément des changements tant du côté de l'administration que du côté des pétitionnaires. Voilà pour cette première décision de section. On verra la deuxième un peu plus tard. Elle est un peu plus ancienne, mais elle est tout aussi importante, voire plus. Alors, toujours à propos de la délivrance des permis de construire, il y a deux décisions sur permis de construire les domaines publics. On a eu 2 décisions du même jour qui ont été rendues sur la manière dont il convenait de raisonner pour des projets qui soit surplombent le domaine public, soit portent en partie sur le domaine public. Alors, la première décision, c'est une décision du 23 novembre 2022 qui a un champ d'application, enfin, qui intéressera plus largement que la deuxième, qui a un cas plus particulier. Décision du 23 novembre 2022, numéro 450 008. 450 008. Et donc, elle précise la portée de la disposition de l'article R431-13 du Code de l'urbanisme, qui indique que lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Et ce que juge cet arrêt, c'est que si un projet de construction comporte des éléments en surplomb du domaine public, donc il ne porte pas sur le domaine public lui-même, mais il comporte des éléments en surplomb du domaine public, ce qui peut être le cas de balcons par exemple, le dossier de demande de permis doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine. Donc, même si le projet ne porte pas sur le domaine public, mais se contente, n'est pas installé sur le domaine, mais se contente de surplomber le domaine public, il est nécessaire d'avoir cette pièce qui est simplement, c'est pas l'accord du gestionnaire pour l'occupation du domaine public, c'est l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Donc le raisonnement est un raisonnement en termes de projection. L'idée est que surplomber le domaine public, c'est occuper. La question peut se poser d'un point de vue théorique de savoir si ainsi le Conseil d'État consacrerait une sorte de domanialité publique en volume, c'est-à-dire donc non seulement il y a la propriété, mais la domanialité publique montrait comme ça la décision ne tranche pas la question, mais je crois qu'elle se pose. Voilà. Donc première décision. La deuxième est intéressante aussi, mais concerne une hypothèse plus particulière où là, pour le coup, le projet prévoyait l'aménagement de places de stationnement sur le domaine public même. Donc là, le domaine public était concerné. Et la question était de savoir si, pour obtenir le permis de construire, il était nécessaire d'avoir d'ores et déjà déclassé et transférer la propriété de la personne, c'est-à-dire de l'avoir fait sortir du champ de la domanialité publique, puisque le pétitionnaire avait un projet qui n'était pas le projet de la commune elle-même, donc c'est pas la commune qui construisait sur son domaine public. Et le Conseil d'État dit que non. Pour l'obtention du permis de construire, la seule chose qui est exigible, c'est cette pièce, toujours la même. Il fallait vérifier qu'il y avait bien une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Mais il n'est pas nécessaire de déclasser et donc de faire sortir le bien du champ du domaine public. C'est un peu une application au droit domanial de la théorie du propriétaire apparent que l'on trouve en matière de demande de permis de construire. Donc voilà, deux décisions assez récentes sur le domaine public. Une autre décision, toujours sur les procédures d'instruction et de délivrance des permis, m'a paru intéressante. C'est une décision sur les dérogations. C'est une décision du 12 mai 2022, commune de Tassin, la 2001. Je n'ai pas noté le numéro de requête. Et elle est importante, je pense, d'abord parce que les mécanismes dérogatoires ne cessent de se développer
en matière d'urbanisme, en matière de délivrance des permis de construire. Et on s'interrogeait un peu sur le degré de contrôle du juge sur l'octroi ou sur les décisions de refus d'octroi de dérogation. Alors, vous savez qu'en matière de dérogation, vous avez deux types de dérogations qui se rencontrent. Vous avez des cas dans lesquels le plan local d'urbanisme prévoit une règle générale et dans le même temps la possibilité d'y déroger si certaines conditions sont remplies. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas exactement une dérogation puisque la possibilité de ne pas appliquer la règle est prévue par la règle elle-même. Mais par ailleurs, le Code de l'urbanisme autorise le maire, parce que c'est en général lui qui octroie les dérogations, à déroger aux règles du plan local d'urbanisme dans toute une série d'hypothèses qui sont visées aux articles L152-4 et suivants du Code de l'urbanisme, avec des dérogations qui peuvent avoir pour le projet des incidences importantes, puisqu'elles peuvent porter sur les règles de gabarit, de hauteur, ou l'obligation de réaliser des places de stationnement. La question juridique qui se pose était de savoir quelle est la part du pouvoir discrétionnaire donc de l'autorité en charge de la délivrance du permis et donc de la dérogation en la matière, et donc quel est le contrôle du juge sur soit la dérogation octroyée, soit sur un refus de dérogation. Alors, dans cet arrêt du 12 mai 2022, il s'agissait d'une dérogation prévue par le PLU, donc on n'est pas dans la mise en œuvre des articles L152-4 et suivants du Code de l'urbanisme, et était en cause un refus du maire de faire droit à une demande de dérogation. Donc c'est vraiment, c'est un cas de figure qui est à mon avis plus intéressant que l'octroi. Donc là, le maire refusait et le Conseil d'État a considéré que la part de pouvoir discrétionnaire est importante, elle n'est pas absolue. Puisque son contrôle est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, devant les juges du fond et donc de la dénaturation devant le juge de cassation. C'est-à-dire donc qu'on est face à une décision qui n'est pas totalement discrétionnaire, elle fait l'objet d'un contrôle juridictionnel, mais d'un contrôle juridictionnel qui est limité à l'erreur manifeste d'appréciation. On peut penser qu'il en ira de même pour les dérogations L152-4 et suivants. Donc on aura également un contrôle de l'EMA. Le juge ne s'est pas prononcé. Il est intéressant de relever que les dispositions du Code de l'urbanisme ont été modifiées sur ce point par la loi du 21 février 2022, la loi 3DS, puisque la décision d'octroi d'une dérogation, donc L152-4, n'a plus besoin d'être motivée. Alors qu'avant, il fallait motiver les décisions d'octroi, ce n'est plus nécessaire. Donc on a des conditions qui sont très souples, notamment dans le cadre de l'article L152-6. On n'a plus besoin de motivation de la décision. On verra quel contrôle le juge peut être amené à porter sur ces décisions. Voilà pour tout ce qui a trait à la délivrance du permis. Je vous laisse, vous êtes le maître des horloges. Hein. C'est bon ? Ok. Alors, passons maintenant à la question de l'exécution. J'appelais ça l'exécution du permis de construire. Deux points à voir. Le premier, c'est la révolution, je ne sais pas, mais l'évolution très forte, on va dire, qui a affecté le permis de construire modificatif. Et donc là, on arrive à notre deuxième décision de section, qui est une décision du 26 juillet 2022, numéro 437 765. J'abandonne l'anonymisation, c'est la décision de Madame Winkler. Je crois que vraiment, je ne sais pas, tout le monde l'appelle comme ça. Donc, Conseil d'État 26 juillet 2022, Winkler, 437 765. Alors, c'est une décision qui est vraiment très importante. Pour en comprendre la portée, et puis peut-être surtout pour en comprendre la raison d'être, il y a plusieurs éléments qui doivent être rappelés.
Première série d'éléments, l'évolution sur les permis de construire dits de régularisation ou tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les mesures de régularisation, sur lesquelles on reviendra, c'est-à-dire les articles 600-5-1 et suivants du Code de l'urbanisme, donc la possibilité donnée au juge de surseoir à statuer, de laisser le pétitionnaire et l'administration régulariser et éventuellement du coup de purger le contentieux comme ça. Et comme vous le savez, mais ça c'est de l'actualité ancienne, la loi Elan avait supprimé dans le Code de l'urbanisme la référence à la notion de permis de construire modificatif. Admettant donc qu'on puisse régulariser dans cette hypothèse-là une illégalité par la délivrance d'une mesure de régularisation qui prenait une autre forme qu'un permis de construire modificatif. Et le Conseil d'État en avait tiré la conséquence dans un avis contentieux qui est l'avis Barieux, qu'il devait être possible de modifier le projet, de toucher à son économie générale, la seule limite étant de ne pas toucher à la nature même du projet. Donc ça, c'était l'avis Barieux qui est un avis de fin 2020. Et on s'est retrouvé du coup avec une situation dans laquelle il y avait deux types d'hypothèses. L'hypothèse donc de la régularisation demandée par le juge, qui pouvait donc entraîner une transformation du projet allant jusque une modification de son économie générale dès lors que la nature même de ce projet n'était pas atteinte, et inversement, dès lors que c'était le pétitionnaire lui-même qui décidait, sans que le juge le lui ait demandé, de régulariser, parce que soit un contentieux, soit un recours administratif avait pointé une irrégularité, eh bien, la seule chose que pouvait faire le pétitionnaire de sa propre initiative était une demande de permis de construire modificatif. Or, et c'est le deuxième axe pour comprendre l'évolution, la notion de permis de construire modificatif était de la faute du juge, enfin de la faute du Conseil d'État, était insérée dans des limites qui étaient des limites vraiment sans doute trop importante, surtout par rapport à ce qu'avait été la jurisprudence initiale, l'arrêt Leroy de 1982, qui était relativement souple en réalité. Et on était arrivé à un résultat, à une jurisprudence qui considérait que par le biais d'un permis de construire modificatif, en fait, on ne pouvait pas toucher à grand-chose. On ne pouvait évidemment pas toucher à la conception générale. On ne pouvait pas toucher à l'implantation des constructions, c'est-à-dire qu'on ne pouvait qu'opérer des modifications de caractère extrêmement limité. Il y avait même des arrêts qui censuraient, alors des arrêts de cours, qui censuraient le fait d'enlever des balcons, des choses qui étaient vraiment pourtant extrêmement ponctuelles. Alors, le Conseil d'État avait essayé de redonner de la souplesse dans un arrêt commun de Toulouse de 2015, qui ne faisait plus mention du caractère limité des modifications qui devaient être apportées dans le cadre d'un PC modificatif, mais il était évident que les juridictions du fond n'avaient pas forcément entendu le message et qu'on demeurait avec donc un permis de construire modificatif dont le champ était extrêmement limité. Donc, on se retrouvait avec du coup, une situation qui était quand même pas très satisfaisante, qui était que pour le pétitionnaire qui voulait régulariser une situation dont il avait conscience de l'illégalité, il pouvait aller beaucoup plus loin s'il attendait que le juge se prononce décide de surseoir à statuer jusqu'à ce que la régularisation soit opérée, plutôt que de le faire lui-même le plus rapidement possible, puisqu'alors il ne pouvait déposer qu'un permis de construire modificatif. Bref. C'est donc, pour mettre fin à cette disparité, que la jurisprudence a évolué donc par une décision de section Vinclair de 2022. Et la nouvelle solution est que l'autorité compétente saisie d'une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, j'y reviendrai, un permis de construire modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Donc ça change radicalement les choses pour les permis de construire modificatifs. Il est possible, dans le cadre de ce qui n'est pas une régularisation, ce qui est simplement un permis de construire modificatif, il est possible d'obtenir une autorisation qui va aller
très loin potentiellement, hein, puisque elle pourra apporter des modifications tant que ça ne change pas la nature même du projet. Alors ça soulève toute une série de questions, bien évidemment. D'abord, premièrement, juste quelques remarques. On est vraiment, c'est la différence avec la régularisation quand même, on est toujours dans le cadre d'un permis de construire modificatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne peut concerner que des travaux non achevés, là où la mesure de régularisation de l'article 600-5-1 peut concerner l'hypothèse de travaux achevés. Donc, il faut que les travaux ne soient pas achevés. C'est la principale différence entre les deux régimes. Évidemment, ça n'affecte pas les droits des tiers. Pourquoi ? Parce que il est naturellement possible de former des recours contre le permis de modificatif qui sera ainsi délivré. Et alors là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un permis de construire définitif qui est purgé de ces recours, puis vous faites une modification à la main claire, ce qui ne sera pas modifié, tout ce qui est acquis sans avoir été modifié par le permis de construire modificatif ne pourra pas être remis en cause par des tiers. En revanche, tout ce que vous modifierez, donc tout dépendra de l'ampleur de la modification, sera à nouveau contestable devant le juge. Donc c'est évidemment intéressant, mais je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait le moindre effet d'aubaine pour les opérateurs, puisque pour eux, c'est un risque qu'ils prennent. Plus ils modifient, plus ils remettent en jeu des droits qui pouvaient être considérés comme étant acquis avec le permis initial. Donc, c'est une décision qui, de ce point de vue-là, évidemment, n'a pas pour objet de fragiliser les droits des tiers. C'est à l'opérateur de décider ce qu'il souhaite faire. Toute la question qui se pose est de savoir ce que veut dire changer la nature même du projet. Ce sera au juge du fond de décider et d'identifier dans quelle hypothèse on peut considérer que les modifications à un projet sont telles qu'elles en changent la nature même. Voilà pour cette décision de section qui nécessite aussi, et je crois que le Conseil d'État en avait conscience, un travail conséquent du côté des services instructeurs, puisque pour eux, ça veut dire aller comparer ce qui est acquis, le changement de la nouvelle demande. C'est pas complètement évident, et je pense qu'il y a des cas dans lesquels il sera plus simple en réalité de demander un nouveau permis de construire. Mais bon, voilà pour cette décision qui d'un point de vue là encore théorique est quand même assez intéressante, parce que on voit que c'est par une disposition législative qui concernait en fait le problème de la régularisation que l'on a abouti à une mesure de régularisation qui va beaucoup plus loin qu'un PC modificatif, et alors du coup ça rétroagit sur la notion même de permis de construire modificatif. Donc c'est assez intéressant à voir, je trouve. Alors deuxième décision qui fait écho au thème du colloque de l'année dernière. Donc, c'est une décision du Conseil d'État du 7 juillet 2022, Ville de Paris, numéro 454 789, qui concerne les destinations. Alors là, vraiment, on atteint le paroxysme de la complexité, je pense, mais du fait, vraiment, là, pour le coup, de la rédaction des textes, qui je crois, ne pouvait conduire qu'à cette solution-là. Donc, on avait envisagé, lors du colloque de l'année dernière, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez sur justement les effets de la nouvelle rédaction des destinations qui découle de la réforme de 2015 sur des plans locaux d'urbanisme qui n'ont pas été modifiés et qui ne reprennent pas ces nouvelles destinations, en l'espèce le PLU de Paris. Et vous avez été présenté à cette occasion la décision de la Cour administrative d'appel de Paris
qui, tirant la conséquence de la rédaction même des textes, eh bien, ça soulevait deux questions, et on va voir ce que le Conseil d'État dit. Mais la première question, parce que donc vous savez, les destinations ont été modifiées, on a maintenant une nouvelle liste des destinations, et donc la question était de savoir ce que l'on doit prendre en compte pour déterminer si un permis de construire ou une déclaration préalable est nécessaire lors de travaux. Est-ce que pour apprécier un changement de destination, vous prenez les destinations telles qu'elles figurent dans le PLU, ou bien le nouveau régime tel qu'il figure dans le Code de l'urbanisme. Et la deuxième question étant de savoir ce qu'on doit prendre en compte pour déterminer, une fois que des travaux ont été faits, ou bien de manière générale, si une destination est ou non conforme à la règle d'urbanisme. Est-ce que vous prenez en compte la même chose, le PLU, ou bien est-ce que vous prenez en compte les dispositions qui se trouvent dans le Code de l'urbanisme? Et la solution qui avait été dégagée par la Cour administrative d'appel de Paris et qui est confirmée par le Conseil d'État, mais qui découle des textes, c'est que dès lors que les textes, s'agissant du champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, dès lors que les textes renvoient aux dispositions nouvelles du Code de l'urbanisme, eh bien, ce sont ces destinations version Code de l'urbanisme qui doivent être prises en compte pour apprécier si un permis de construire ou une déclaration préalable sont nécessaires. En revanche, puisque la règle applicable sur le territoire de la commune, c'est le PLU, donc on arrive à une solution qui est quand même abominablement complexe pour les opérateurs. Puisqu'en réalité, les deux séries de règles vont leur être appliquées. Les premières, celles du Code de l'urbanisme pour le champ d'application des autorisations. Et une fois que la construction sera faite, les règles du PLU redeviennent applicables aussi aux constructions. Et en réalité, le but est évidemment que les PLU soient adaptés et reprennent les nouvelles destinations. Mais tant que ce n'est pas fait, on demeure avec cet état du droit extrêmement complexe. Alors d'après ce que je sais, je crois qu'il y a un décret en préparation. Donc il y a pour essayer de régler le problème, qui est quand même une vraie difficulté, mais qui est uniquement lié à la rédaction des textes. Enfin, je veux dire, c'était impossible, je crois impossible de juger autre chose que ce qui a été jugé, sauf à avoir une lecture qui était extrêmement constructive. Donc après tout, au pouvoir réglementaire de prendre ses responsabilités. On peut aussi considérer que le but est quand même d'adapter assez rapidement les documents d'urbanisme de manière à ce qu'ils se calent sur les nouvelles destinations. Et de ce point de vue-là, évidemment, la difficulté est très sensible pour la ville de Paris. Alors, il me reste combien de temps? En théorie, 5 minutes. Alors, du coup, j'ai peut-être... Bon, alors très très vite, juste sur les constructions irrégulières, peut-être un point, ou deux. Il y a eu deux arrêts qui étaient, deux arrêts intéressants sur les constructions irrégulières. Le premier du 23 novembre 2022, numéro 459 043, qui concerne la mise en œuvre de l'article L111-12 du Code de l'urbanisme. Donc la possibilité pour le maire de refuser les branchements, qui montre une certaine souplesse dans la mise en œuvre, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la jurisprudence administrative, dans la mise en œuvre de l'article L111-12, qui est quand même un pouvoir important pour le maire s'agissant des constructions irrégulières, et qui juge que le maire peut faire usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient au titre de l'article L111-12 du Code de l'urbanisme, y compris s'agissant d'occupations qui sont des occupations simplement intermittentes d'un terrain. Il s'agissait d'occupations par des gens du voyage, qui est souvent le cas pour la mise en œuvre de l'article L111-12, et qui indiquait qu'ils n'avaient pas une occupation définitive des lieux et que donc il n'était pas possible pour le maire de refuser à ce titre les branchements. Le Conseil d'État dit si, dès lors qu'il apparaît
que le raccordement n'a pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible. Même si les bénéficiaires ne sont présents que lors de séjours intermittents ou de courte durée, il est possible de mettre en œuvre l'article L111-12. Autre arrêt important sur les constructions irrégulières, la décision du 6 octobre 2021, la décision Société Marésias, numéro 442 182, et ça fait le lien avec ce que je vais dire ensuite sur le contentieux. C'est un arrêt dans lequel, et ça montre bien le cas très particulier des constructions irrégulières, le Conseil d'État estime qu'il n'est pas possible d'utiliser la régularisation prévue par l'article 600-5-1 du Code de l'urbanisme, donc les pouvoirs de régularisation du juge, pour régulariser une construction irrégulière. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre une mesure de régularisation au sens de la L600-5-1 lorsqu'il s'agit d'une construction irrégulière. Vous savez que pour les constructions irrégulières, la jurisprudence est quand même très très stricte. Elle exige que tout ce qui n'a pas été autorisé fasse l'objet d'une autorisation par un permis de construire spécifique. Et donc, ça ne peut pas être fait par une mesure de régularisation. Il faut passer par un permis qui va couvrir tout ce qui n'a pas été autorisé. Donc on demeure avec une jurisprudence qui est particulièrement restrictive s'agissant des constructions irrégulières, ce qui est sans doute une bonne chose. Enfin, on en arrive au contentieux. Donc dans 5 minutes, peut-être pour dire d'abord que on a pas mal de questions sur la mise en œuvre de l'article R811-1-1 du Code de justice administrative, c'est-à-dire la possibilité, la suppression de la possibilité d'appel. Et le Conseil d'État est régulièrement saisi de questions sur le point de savoir si on est ou non dans le champ de la suppression de l'appel. Alors, je ne vais pas revenir sur, parce que j'ai peu de temps, mais sur les arrêts qui ont été rendus, mais vous indiquez en revanche que cette disposition a été à la fois prorogée, puisqu'elle se voulait temporaire, et modifiée dans son champ d'application, et modifiée de manière extrêmement large. Et ça traduit une tendance très très lourde à la fois la modification des répartitions classiques de compétences au sein de la juridiction administrative, la suppression de degrés de juridiction, puisque, pour vous donner un exemple qui n'est pas strictement lié à l'urbanisme, désormais le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour tout ce qui est contentieux des éoliennes offshore. Donc, pour certains types de projets, le but est d'aller très très vite. Et là, s'agissant des permis de construire, alors que jusqu'au décret du 24 juin 2022, étaient concernés les permis de construire un bâtiment ayant à usage principal d'habitation. Dorénavant, la suppression de l'appel, donc toujours en zone tendue, mais ça concerne quand même vraiment énormément de zones en France. La suppression de l'appel vise le permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de 2 logements. Donc, le but étant de ne plus couvrir que le collectif, de ne plus avoir la maison individuelle en banlieue parisienne. Mais en revanche, là, plus de 2 logements, c'est beaucoup plus qu'à usage principal d'habitation pour les projets mixtes. Tous les projets mixtes vont entrer dans le champ à l'inverse. Et par ailleurs, le champ d'application a aussi été étendu non seulement donc à l'octroi de l'autorisation, mais au refus de ces autorisations. Donc on supprime l'appel également dans ces hypothèses-là. Et par ailleurs, vous avez toute une série de décisions environnementales qui rentrent dorénavant dans le champ de la suppression de l'appel, donc toujours pour les projets qui sont des projets en zone tendue, mais également des projets qui sont réalisés dans le cadre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme. Et ça va viser l'autorisation environnementale, la dérogation à espèces protégées, les déclarations, autorisation loi sur l'eau, l'autorisation de défrichement. Bref, toute une série d'autorisations environnementales. Donc, ils vont aller directement devant le Conseil d'État en cassation après être passés par le tribunal administratif.
Alors, ça appelle évidemment toute une série d'observations. C'est vrai que ça accélère les choses, c'est sûr, puisqu'on récupère des dossiers qui sont des dossiers qui ne sont passés que par le TA. Mais je ne suis pas complètement convaincue que ce soit toujours à l'avantage des opérateurs, puisque ce que ça veut dire, c'est que si le TA a annulé, le seul contrôle qui demeure, c'est un contrôle de cassation. Et un contrôle de cassation, eh bien, sur les faits, il faut une dénaturation pour qu'il y ait une censure. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si le TA n'a pas annulé, je pense qu'effectivement, ça va très vite et ça peut être une bonne chose pour les opérateurs. Si le tribunal administratif a annulé, le contrôle qui peut être opéré, et vraiment, enfin, je m'en rends compte, au niveau de la cassation, est un contrôle qui est nécessairement pas le même que celui qu'aurait opéré une cour administrative d'appel. Donc, bon, c'est un parti pris qui va de pair. Alors, vous l'avez peut-être vu, hein, il y a eu un décret également en octobre dernier sur tout ce qui est installation d'énergie renouvelable avec une obligation de statuer dans les 10 mois et un dessaisissement de la juridiction au bout de 10 mois. Donc là, c'est pour les installations ENR. Et donc, on va voir ce qu'on va. J'espère que le Conseil d'État ne sera pas dessaisi au bout de 10 mois, parce qu'après, je ne sais pas à qui ça monte, mais voilà, c'est assez. Il y a un mouvement qui est un mouvement pour l'accélération d'un certain nombre de projets. Alors, comme dans le même temps, on ne supprime pas les contraintes de fond qui existent pour ces projets. Voilà, c'est toujours un peu la même chose et la même logique. C'est-à-dire qu'on essaie de traiter par le contentieux des choses qui peut-être nécessiteraient d'être examinées aussi au stade amont, c'est-à-dire au stade de toutes les autorisations et de toutes les règles qui sont imposées à ces projets-là. Alors toujours s'agissant du contentieux et pour finir, hein, voilà, pour finir le grand mot, enfin voilà la grande évolution, je crois. Alors il y avait quelques arrêts sur l'intérêt pour agir, mais on n'a pas le temps. La grande évolution, je crois, c'est vraiment la régularisation qui transforme l'office du juge de manière très importante. Et le Conseil d'État est amené inlassablement à préciser les modalités de mise en œuvre du pouvoir de régularisation qui a été confié au juge. Ça donne lieu à des jurisprudences qui sont des jurisprudences compliquées, je pense, à la fois pour les juges du fond et pour les opérateurs. Alors, dans les deux arrêts à signaler peut-être, sans entrer dans trop de complexité, un arrêt du 16 février 2022, Société MSE La Tombelle, numéro 420 554. Dans cet arrêt, le Conseil d'État admet que la régularisation puisse intervenir au-delà du délai de régularisation laissé par le juge. Donc, vous savez, le juge sur soi a statué, laisse en général un délai au pétitionnaire, à l'administration pour régulariser et ensuite statue au fond. Eh bien, ce que dit cet arrêt, c'est que si la régularisation intervient après le délai et qu'elle est transmise, mais que le juge ne s'est pas encore prononcé, eh bien, évidemment, le juge va prendre en compte cette régularisation. Il n'y a pas d'effet couperet qui va affecter la mesure ainsi réalisée. Un autre arrêt qui a un peu davantage donné à discussion, c'est un arrêt du 9 novembre 2021, Société Lucien Viseur, numéro 440 028, où le Conseil d'État a estimé que le juge qui a sursis à statuer pour donc prévoir une mesure de régularisation n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un refus de régularisation. Donc s'il a sursis à statuer, il dit à l'opérateur de régulariser, et l'administration refuse, ce qui peut se trouver. Elle refuse la mesure de régularisation. Et bien dans ce cas, ce qui n'est pas complètement évident, dans ce cas-là, il faut repartir à zéro, en réalité. C'est ça que ça veut dire, parce que si vous étiez en appel, vous repartez à zéro, et il faut faire un recours contre le refus de régularisation, qui est donc déconnecté du litige initial, bon, ce qui est pas complètement évident et qui est quand même, dans une certaine mesure, si vous avez une administration de mauvaise foi, un appel au refus, puisque là, vous refaites repartir à tous les délais.
Voilà pour sur la régularisation, il y aurait vraiment évidemment énormément de choses à dire. Ce qui est évident, c'est qu'elle transforme profondément le travail du juge. Elle transforme aussi profondément l'issue des contentieux, et ça revient à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que quand même, je crois maintenant, il est extrêmement difficile d'obtenir l'annulation d'un permis de construire, de la même manière que, comme vous le savez, il est très difficile d'arriver à la démolition d'une construction qui aurait été régulièrement édifiée, et pourtant, malgré cela, si j'entends bien ce qui m'a été dit, les opérateurs préfèrent transiger plutôt que d'aller de se lancer dans des contentieux ou d'accepter que des contentieux se nouent, ce qui montre bien que le dispositif est encore imparfait, et que tous les outils qui ont pourtant été utilisés, et il y en a vraiment beaucoup par le législateur pour essayer de simplifier le contentieux de l'urbanisme et de faire en sorte qu'il ne soit plus un frein à la réalisation de projets, ne suffisent pas. Et donc, je ne sais pas s'il faut appeler de nouvelle réforme, je ne crois pas, je crois qu'il y en a déjà eu vraiment beaucoup, mais voilà, moi non plus. Mais en revanche, peut-être une réflexion sur ce qui peut être fait. Voilà, merci beaucoup, et je suis vraiment désolée d'avoir perdu ma voix à un moment donné. Merci Madame Le Gallou pour ces explications toujours aussi claires. Il y a un temps de questions-réponses qui est prévu dans une demi-heure. Je voulais juste vous dire que dans les arrêts que vous avez cités, il y en a un où je suis vraiment heureux de ne pas être juriste en mairie. Ça concerne l'impossibilité de demander des pièces autres que celles qui sont prévues. Donc certaines villes vont avoir des problèmes. Par contre, il y a une autre décision qui m'a laissé pantois, et encore ce matin, c'est l'histoire de la demande d'autorisation pour les surplombs, parce que je ne sais pas quelle est la nature de cette. Par exemple, pour la ville de Paris, aujourd'hui, les CAI sont autorisés par le règlement de voirie, et avec ça, tout le monde est content. S'il faut aller demander à la ville de Paris une autorisation spéciale pour chaque demande de permis de construire, ça va devenir assez complexe. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Charles Gisbert, qui va nous parler des lotissements. Et sur les lotissements, on a un débat entre nous sur est-ce que le droit privé doit prévaloir sur l'intérêt public des règles de lotissement. Mais là, je vous laisse développer ce point. Je ne sais pas, ce sont deux mondes qui cohabitent. Est-ce que l'un doit prendre le pas sur l'autre? On va voir. Merci beaucoup de votre invitation. Donc je vais vous parler de l'actualité du droit du lotissement en braquant mon regard un tout petit instant pour introduire le sujet vers le passé. Le droit du lotissement, il est fait de deux matériaux qui se sont ajoutés au fil des siècles. La première composante du droit du lotissement, c'est une composante contractuelle. Le droit de diviser un terrain, historiquement, c'est une affaire privée. Ça ne regarde pas la puissance publique. Le seul souverain en la matière, c'est le propriétaire. Il est libre de diviser, il est libre de lotir. Et ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, parce qu'il va fixer une règle du jeu qui s'imposera aux acquéreurs de l'eau. C'est les fameux cahiers des charges qui existent depuis très longtemps. On en trouve de beaux spécimens écrits à la plume d'oie et qui fixent un certain nombre de contraintes imposées aux colotis. Et vous allez voir, ça va être un temps important de mon propos, qu'aujourd'hui, ces cahiers des charges, qui sont en décalage avec les objectifs du législateur moderne, qui est de densifier toujours plus la construction, ils continuent de tyranniser les colotis d'aujourd'hui, 50 ans, 70 ans, 100 ans, 150 ans après leur adoption, en empêchant des choses qui pourtant que certains se sont auto-arrogés le droit de faire. Donc on va regarder ce point-là, mais j'ajoute aussitôt que le lotissement, c'est pas resté qu'une affaire privée, ça intéresse aussi l'État. Il y a une deuxième source, qui est une source légale. Les pouvoirs publics interviennent en poursuivant deux intérêts, celui des colotis eux-mêmes, d'abord, pour être certain qu'ils ne seront pas mal lotis, si j'ose dire, que les terrains vendus seront correctement équipés, et puis dans l'intérêt aussi de la cité, puisque
on s'est très vite aperçu que le lotissement participait du développement urbain, participait de la croissance des villes et donc devait être une branche du droit de l'urbanisme. Et donc c'est sur ces deux volets, les aspects administratifs et les aspects contractuels, que je vous propose de brosser l'actualité. Je commence par les aspects administratifs, mais là je parle d'une voix tremblante, parce qu'à ma droite, j'ai quelqu'un qui a commenté les 3 arrêts, et qui commente tous les arrêts rendus en matière de lotissement, et donc il a commenté les décisions dont je vais vous parler, donc je vais en parler sous sa tutelle. Et puis à ma gauche, il y a un conseiller d'État qui évidemment connaît bien ces choses-là. Donc je vais être très bref ici, puis ensuite je serai plus dans ma zone de confort, les aspects contractuels, le droit privé. Alors sur les aspects administratifs, 3 décisions du Conseil d'État. Les 2 premières intéressent une règle qu'on appelle celle de la cristallisation des règles d'urbanisme. On sait que le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne valent pas par elles-mêmes autorisation d'édifier des bâtiments sur les lots créés, mais on s'est dit aussi qu'il serait fâcheux que les acquéreurs de lots voient leurs prévisions déjouées à la faveur d'une évolution de la règle d'urbanisme, en se disant qu'une chose qui était permise au jour où l'autorisation de lotir a été délivrée ne le soit plus quelques temps plus tard lorsqu'ils demanderont leur permis de construire. D'où une règle saine dite de cristallisation, c'est l'article L 442-14 du Code de l'urbanisme, voulant que s'il y a un changement de la règle d'urbanisme entre la date d'obtention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition d'un côté et la date de délivrance du permis de construire, s'il y a un changement de la règle d'urbanisme, elle ne pourra pas affecter les possibilités de construire. Et cette stabilité du droit des sols, cette stabilité des droits de construire, elle dure 5 ans. 5 ans, mais je vous épargne la manière dont on le compte, c'est pas exactement la même manière en permis d'aménager et en déclaration préalable. Alors sur cette règle saine, 2 précisions du Conseil d'État dictées par le bon sens. Un premier arrêt 31 janvier 2022 qui répondait à la question suivante: est-ce que l'autorité compétente qui a délivré, en l'occurrence une décision de non-opposition à une déclaration préalable, est-ce qu'elle peut être saisie quand on lui demande un permis de construire dans le même programme? Est-ce qu'elle peut surseoir à statuer au prétexte, et je cite le Code de l'urbanisme en matière de sursis à statuer, au prétexte en l'occurrence que les constructions seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'il y a débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Pas de réponse, nous dit Pierre Solaire-Couteau dans son commentaire dans la lettre de l'article L 442-14, mais une réponse assurément, sinon dans la lettre, en tout cas dans l'esprit du texte. Il cite le rapporteur public, que je cite à mon tour. Voilà ce qu'il disait: l'acceptation du sursis à statuer pour ce motif, celui que j'indiquais, le fait de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution du futur plan, l'acceptation ici d'un sursis à statuer impliquerait nécessairement la possibilité de refuser le permis sur le fondement des nouvelles règles, ce qui serait contraire évidemment au principe de cristallisation. Donc si on veut user du sursis à statuer, c'est au stade de l'autorisation de lotir, si j'ose dire, de la déclaration préalable ou de la demande de permis d'aménager, pas ensuite. Le 2e arrêt du Conseil d'État sur cette même question, il est également commandé par le bon sens, il nous rappelle tout simplement que pour bénéficier de l'effet cristallisateur du droit du lotissement, encore faut-il être face à un lotissement. Alors ici, une société obtient une décision de non-opposition, fort bien, sauf qu'elle lotit pas, si j'ose dire, elle divise pas le terrain en propriété, elle n'en cède pas un morceau en propriété, elle ne cède pas davantage la jouissance, au contraire, elle décide de demander un permis de construire pour son compte, en vue de louer les lieux qu'elle aura édifiés, et elle s'offusque de ce qu'on lui refuse son permis aménagé à la faveur d'une modification du PLU en disant mais il y a un effet cristallisateur attaché à mon autorisation de lotir. Et on lui dit mais pas du tout, il n'y a pas eu de lotissement ici, l'autorisation, la non-opposition à votre déclaration préalable c'est bien joli, mais ça reste une virtualité tant que vous n'avez pas exercé cette autorisation, tant que vous n'avez pas concrétisé ce qui n'est jusqu'alors qu'une virtualité, qu'une possibilité en puissance de faire un lotissement. Donc c'est ce que dit le Conseil d'État plus élégamment que moi, il dit en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, la société ne pouvait se prévaloir à l'occasion de sa demande de permis de construire des droits attachés en vertu de l'article L 442-14 au lotissement autorisé dont le projet de construction dont il s'agissait ici ne pouvait relever. Bon, ça c'est un premier aspect de l'actualité du droit du lotissement dans son volet administratif. Il y a un deuxième volet, c'est le 3e arrêt du Conseil d'État, c'est un arrêt du 1er juin 2022 à propos cette fois de l'article L 442-10, ça concerne la modification à l'initiative des colotis des documents du lotissement. Vous savez qu'il y a une règle de majorité qui a été abaissée d'ailleurs par la loi Allure, qui fixe une double majorité, d'ailleurs qui n'est pas sans évoquer celle de l'article 26 de la loi de 65 en matière de copropriété,
puisqu'on vous dit qu'il faut que, pour obtenir cette modification par l'autorité administrative, il faut que les colotis soient d'accord. Alors la moitié d'entre eux, nous dit-on, détenant les 2/3 au moins de la superficie du lotissement, ou bien les 2/3 d'entre eux détenant la moitié de la superficie du lotissement. Et le Conseil d'État nous aide à comprendre ces deux paramètres cumulatifs. Comment est-ce qu'on calcule le nombre de colotis? Comment on calcule la superficie? Le nombre de colotis, c'est simple, c'est un décompte par tête, nous dit-elle. Chaque colotis compte pour un, même si il y a un grand et un petit, même s'il y en a un qui a 4 lots et un autre qui en a qu'un, ils comptent chacun pour un. Et s'il y a une copropriété d'ailleurs établie sur un des lots, elle compte pour un seul homme également. Et puis pour le calcul de la superficie, on vient nous dire que il n'y a lieu de tenir compte que des lots destinés à la construction, quel que soit l'usage des lieux, habitation ou non, ce qui veut dire en creux et en négatif qu'on ne tient pas compte, au contraire, des lots recevant des équipements communs. Et vous voyez que parlant de la modification des documents d'urbanisme, insidieusement, je glisse vers un sujet qui m'est plus familier, les aspects contractuels. Pourquoi je dis ça? C'est une incise, on y reviendra. Vous savez que depuis la loi Allure, cette procédure de modification des documents d'urbanisme, elle s'applique aux vrais documents du lotissement, si j'ose dire, le règlement du lotissement, le cahier des charges approuvé, mais aussi, nous dit-on, par une formule un peu obscure, les dispositions de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés, qui ne sont pas des règles qui s'appliquent entre l'autorité administrative et celui qui demande une autorisation d'urbanisme. Et je viens justement à cette question, les aspects contractuels, maintenant l'actualité des aspects contractuels dans les lotissements, et je vais me focaliser sur une question qui a alimenté le contentieux, non plus du Conseil d'État, mais des juridictions judiciaires, c'est la question de la sanction du non-respect des cahiers des charges, de ces vieux cahiers des charges dont je vous parlais très souvent, qui ont parfois un âge plus que vénérable. Et je veux sensibiliser d'emblée, je veux vous sensibiliser au fléau dont je parle ici. Fléau ou pas, hein, ça dépend de quel point de vue on parle, mais on observe aujourd'hui que des opérations de construction et donc d'accroissement du parc de logements souvent sont paralysés par de très vieux cahiers des charges qui contiennent des prescriptions qui s'opposent à tout projet nouveau de construction. Les clauses en question, c'est parfois des interdictions de subdiviser un lot, l'obligation de respecter un certain style, de ne pas faire d'immeubles de rapport, par exemple. J'ai vu ça récemment à Nantes, l'inclinaison du toit suffisante, donc ça empêche d'avoir une trop grande emprise au sol, l'interdiction de construire au-dessus d'une certaine hauteur, l'interdiction de construire tout court, etc., etc. Alors je disais, on peut avoir deux lectures de la chose, on peut s'en féliciter si on est l'un des colotis, on peut se féliciter. Je cite Jean-Louis Bergel dans sa thèse sur les servitudes de lotissement, il dit de ce que ces clauses assurent le caractère résidentiel, luxueux, aéré, verdoyant qu'on a voulu conférer à un lotissement harmonieux. On parlait de certaines communes, le Vésinet, il fait bon vivre, je pense, dans cette commune. C'est très agréable de s'y promener, c'est très charmant, c'est très joli, grâce à ces vieux cahiers des charges qui continuent à s'appliquer. Mais d'un autre côté, on peut se dire, dans une politique du logement, qu'on gâche un gisement foncier tout à fait colossal, et on contrecarre les objectifs au cœur du droit immobilier moderne, et notamment ce maître mot qui est devenu la densification urbaine. D'où une réaction, et j'en viens bientôt au contentieux de l'année écoulée, une réaction par la loi Allure, vous vous en souvenez tous, qui avait nourri l'ambition de régler la difficulté, alors d'une double manière, mais ça a été un fiasco sur les deux terrains, d'une double manière. Première manière, en musclant la règle de caducité décennale, selon laquelle, vous le savez, article L442.9 du Code de l'urbanisme, selon laquelle les règles contenues dans les documents du lotissement sont, 10 ans après l'autorisation de lotir, frappées de caducité pour toutes les opérations, en tout cas situées dans des communes dotées d'un PLU ou d'un document qui en tient lieu. Et alors, on a musclé cette règle de caducité décennale, voulant que, au bout d'un certain temps, la règle applicable au lotissement s'efface au profit d'un PLU peut-être plus permissif. On a doublement musclé cette règle, d'abord en prévoyant que les colotis ne peuvent plus s'opposer à cette caducité décennale, et surtout en prévoyant que cette caducité frappera, on retrouve la même formule que pour la modification dont je parlais à l'instant, les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Et la deuxième ambition de la loi Allure, dans la même ligne, a été de créer une caducité quinquennale, cette fois pour toujours ces cahiers des charges non approuvés, mais dans
leurs dispositions, cette fois-ci de nature non réglementaire, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre, je cite la loi, le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble. Donc on voulait faire un sort à ces cahiers des charges non approuvés, qui pourtant ne sont pas des règles d'urbanisme au sens strict, qui peuvent être prises en compte au stade de l'instruction d'un permis. Et cette fois-ci, on donnait une manière de s'en sortir aux colotis. Ils pouvaient voter à la majorité de l'article L442-10, justement, ils pouvaient voter la survie de ces dispositions-là du cahier des charges en votant la publication, allez comprendre, de ce cahier des charges qui souvent était déjà publié. C'est très bizarre. Bon, ça s'inspire en fait d'une règle d'Alsace-Moselle où on avait mis ça en place pour sauver des servitudes non relatées depuis la réforme du livre foncier. On avait dit vous avez 5 ans pour les publier. Donc ils sont allés chercher un texte qui avait absolument rien à voir avec notre dispositif. Ça a été un double fiasco. La caducité quinquennale, parce qu'en fait on attendait un décret qui n'est pas venu, et puis finalement on a abrogé le dispositif avant qu'il entre en vigueur. C'était la loi Elan. Et puis la caducité décennale, c'est un fiasco parce qu'on a oublié de gommer dans l'article L442-9 un alinéa, l'alinéa 3, qui vient dire que les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges. Donc sous la caducité décennale, le contrat, autrement dit le contrat qui lui garde sa force obligatoire, et la Cour de cassation s'est pas fait prier pour rappeler la chose, notamment dans un arrêt de 2017 très remarqué. Elle a repris une formule qui existait auparavant. Elle a dit « Le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui sont contenues. » Et alors je vais citer ma voisine, Rosane Noguelou disait, dans un petit bilan de la loi Allure 3 ans après, mais au fond, à quoi servait cette caducité décennale des clauses de nature réglementaire dans les cahiers des charges non approuvés, puisque ces clauses-là, on sait qu'elles sont sans valeur dans les rapports entre l'administré et l'administration pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. Le seul intérêt de cette caducité, c'était entre les colotis. On a une règle dans le même article qui nous dit qu'entre les colotis, le document conserve sa valeur contractuelle. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, ça n'a servi à rien. Et donc on continue d'avoir, et voilà mon actualité, on continue d'avoir un contentieux très nourri devant la Cour de cassation, devant les cours d'appel, devant les tribunaux, sur la violation du cahier des charges au nom du non-respect de la règle contractuelle, fut-elle très ancienne. Et là, je vous propose de brosser rapidement l'état de ce contentieux et puis de faire une suggestion pour peut-être aplanir les difficultés actuelles. Alors, l'état du contentieux, je vais me mettre dans la peau d'un constructeur qui a violé un cahier des charges, et je vais vous donner une petite notice, une checklist de 5 points à vérifier pour savoir si vraiment on encourt la démolition. Sur les 5 points, il y a des arrêts récents. Première question à se poser, je les pose dans l'ordre où intellectuellement elles se présentent. Première question à se poser, est-ce que vraiment j'ai face à moi un cahier des charges contractuel, si j'ose dire? Est-ce que vraiment la règle qu'on brandit contre moi et que j'ai méconnue a une valeur contractuelle? Là, je cite un texte du Code de l'urbanisme qui est un remède, je reprends une expression qui n'est pas de moi, à la contractualisation fortuite. C'est l'article L115-1 du Code de l'urbanisme. Je cite: la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document un caractère contractuel. C'est pas parce que dans un cahier des charges on a visé simplement un règlement de lotissement que on en a fait une règle contractuelle. Donc dans ces cas-là, la caducité décennale aura fait son œuvre et il ne restera pas sous la règle d'urbanisme, si j'ose dire, une règle contractuelle. La Cour de cassation a rendu un arrêt 26 novembre 2020 dans lequel elle a considéré que c'est pas parce qu'on avait annexé un règlement de lotissement des années 70 à toutes les ventes successives de l'eau qu'on en a fait une règle contractuelle, qu'on l'a contractualisée, et donc la caducité décennale ici avait fait son œuvre et il ne restait pas un contrat entre les colotis sous cette caducité, si j'ose dire. Bon. Mais évidemment, alors il y a beaucoup d'arrêts sur la question est-ce que oui ou non on a voulu contractualiser, et le critère d'un mot, c'est de savoir s'il y a eu une volonté expresse et non équivoque de contractualiser le règlement. Mais voilà qui laisse place à un contentieux tout à fait important. Deuxième étape du raisonnement, si c'est contractuel, si j'ai un cahier des charges vraiment qui a une valeur contractuelle, alors ça c'est une deuxième étape qu'on occulte, mais de grâce, il faut rappeler à la Cour de cassation qu'elle est importante. Deuxième question, quelle est la nature de la clause figurant dans le cahier des charges et que j'ai méconnue? On lit parfois de manière un peu rapide
que le cahier des charges, je cite Christian Attias, qui n'était pas un débutant sur ces questions-là. Christian Attias dit le cahier des charges contribue à la définition des droits des colotis et s'impose aux propriétaires successifs des lots. Il postule la nature réelle de toutes les clauses qui sont contenues dans un cahier des charges. C'est très excessif de soutenir cela. Un arrêt tout récent de la Cour d'appel de Caen vient dire, ça c'est une magnifique formule, la seule circonstance qu'une clause soit contenue dans le cahier des charges d'un lotissement n'est pas suffisante à lui donner un caractère réel. Autrement dit, il y a place à deux types de clauses dans ces cahiers des charges à valeur contractuelle, des obligations qui ne regardaient que le lotisseur d'origine et les premiers acquéreurs, et au contraire de véritables servitudes de lotissement qui, en effet, vont résister à l'épreuve du temps, vont s'imposer au gré des mutations successives et des acquisitions ultérieures. Et la Cour de cassation, on a au moins 3 arrêts, mais dans les années 60-70, elle le disait clairement, elle invitait les juges du fond, je cite une formule qu'elle a reprise à 3 reprises, elle invite les juges du fond à se poser la question de savoir, dit-elle, si les stipulations du cahier des charges de lotissement engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d'une charge réelle relève d'une interprétation de la volonté des parties à laquelle les juges du fond procèdent souverainement. Et on a encore des arrêts récents. La Cour d'appel de Paris, tout récemment, en 2022, s'est posé la question, alors pour conclure à l'existence d'une servitude, mais elle a expliqué son raisonnement en disant bien qu'il y avait des éléments dans le cahier des charges qui laissaient entendre que c'est à titre réel qu'on avait entendu grever les lots. Je dis ça parce qu'on peut sauver quelques projets grâce à la question que je pose devant vous. Notamment, il y avait quelques grandes compagnies proches de Paris qui ont fait adopter des cahiers des charges qui sont à peu près tous taillés sur le même modèle, à Suresnes, à Saint-Cloud, et dans lesquels on trouve une clause qui, à mon sens, est incompatible avec la qualification de servitude, et qui donc permet de considérer qu'on n'est pas face à des droits réels qui ont survécu à l'épreuve des mutations successives. Cette clause, c'est une clause qui permet au lotisseur de déroger au cahier des charges au gré des ventes qu'il va faire avec tel ou tel colotis. Autrement dit, on était dans des lotissements dans lesquels on fixait une règle du jeu, hauteur pas plus de tant de mètres de haut, interdit de subdiviser, enfin toute une série de contraintes, mais le lotisseur disait, attention, je me réserve le droit de ne pas imposer telle ou telle de ces contraintes à tel ou tel colotis. Et alors je cite à nouveau Jean-Louis Bergel dans sa thèse, il explique que la servitude de lotissement, par essence, c'est une servitude réciproque. Elle a pour fond dominant chaque lot du lotissement et pour fond servant chaque lot du lotissement. Vous ne pouvez pas avoir une charge réelle à la carte qui frapperait certains lots et pas d'autres. Et la Cour de cassation, dans les arrêts dont je parlais, des années 60-70, à propos de cette clause, a considéré, a approuvé les juges du fond, et je cite sa formule, qui ont décidé que la réserve d'une modification possible des charges et conditions laissée à la seule appréciation du vendeur, le lotisseur d'origine, impliquait de sa part non l'intention de créer une servitude, qui constitue un droit réel par nature absolue et qui ne peut dépendre d'une volonté extérieure, mais au contraire d'imposer à son profit exclusif une créance, une charge personnelle qui ne concerne, dont ne sont débiteurs que les premiers acquéreurs et pas les sous-acquéreurs et leurs successeurs et ainsi de suite. Donc on a là une vraie question à se poser qui me paraît importante et qui peut sauver telle ou telle opération quand on a ce type de clause. Je continue mon raisonnement. 1, est-ce que c'est contractuel ou non? Allez, mettons que c'est contractuel. 2, est-ce que c'est une servitude? Mettons que c'est une servitude. 3e question à se poser, est-ce que cette servitude est opposable à l'acquéreur d'aujourd'hui? Là, je ne vais pas disserter longuement. On applique le droit commun des servitudes conventionnelles. Comment sont-elles opposables aux sous-acquéreurs, aux acquéreurs successifs? À titre principal, au premier chef, par leur publication. Si on ne les a pas publiées, par la relation de la servitude dans les actes d'acquisition, et si on n'a ni publié ni relaté la servitude dans l'acte d'acquisition, par la preuve de la connaissance personnelle qu'avait le sous-acquéreur. Je ne développe pas, mais à nouveau, il y a peut-être une manière de s'en sortir si le cahier des charges n'a jamais été publié, si on l'a oublié complètement. Ce cahier des charges, on n'en parle plus dans les ventes, ça peut arriver. On peut s'en sortir de cette manière-là. 4e temps du raisonnement. Alors, j'ai un cahier des charges contractuel, il prévoit des servitudes, c'est opposable aux sous-acquéreurs. 4e question, est-ce que j'ai construit, est-ce que l'action en démolition qui va être introduite contre moi est prescrite ou non? Ça, c'est une question sur laquelle la Cour de cassation s'est penchée récemment. C'est un arrêt publié dans lequel, alors c'est très didactique, c'est un arrêt du 6 avril 2022. La Cour de cassation s'appuie sur 2 textes du Code civil, 2224 d'un côté, 2227 de l'autre. Le premier concerne les actions personnelles, le second les actions réelles. Que nous dit la Cour de cassation? Une chose très absolument normale. Elle dit, si le colotis qui brandit la violation du cahier des charges demande de l'argent en réparation de son préjudice personnel, action en responsabilité contractuelle, si j'ose dire. C'est une action personnelle, ça se prescrit par 5 ans à compter du jour où il a su qu'il pouvait agir. Si au contraire il demande la démolition, il se fonde sur la servitude bafouée, et ça c'est une action
réelle, elle se prescrit par 30 ans à compter du jour où on a eu connaissance du jour où on pouvait agir. Alors 30 ans, c'est très long dans cette affaire, les 30 ans n'étaient pas écoulés, la démolition est intervenue. D'où ma 5e question, si c'est contractuel, si c'est une servitude, si je perds le fil, si c'est opposable au sous-acquéreur, si l'action en démolition n'est pas prescrite, allez, dernière, mais on ne peut pas tabler là-dessus quand on fait un programme immobilier pour se dire qu'on aura cette 5e voie. Attention, la Cour de cassation peut dire c'est disproportionné. La démolition, c'est disproportionné. Alors même qu'on a coché les 4 premières cases, la 5e case fera défaut, on va dire, mais demander la démolition, dans ce cas-là, c'est disproportionné. Ça, c'est assez nouveau comme raisonnement. J'aime beaucoup une thèse qui avait été publiée par Monsieur Lévy à la fin des années 80, ça s'appelait l'opposabilité du droit réel. Il montrait que dans le logiciel de toujours qui a été suivi de la Cour de cassation, quand on viole un droit réel, que ce soit la propriété, un usufruit, une servitude ou un droit réel quelconque, quand un droit réel est bafoué, le titulaire de ce droit réel méconnu, il a une action en nature qui consiste à demander la remise des lieux en état, même pour des servitudes, et c'est non conditionné à la démonstration d'un préjudice, à la bonne ou mauvaise foi de l'infracteur, etc. Donc on avait une sanction des droits réels extrêmement rude, automatique, une sanction en nature qui n'est bridée que par la prescription dont je parlais à l'instant. La Cour de cassation, elle est revenue là-dessus en disant mais il y a peut-être des cas dans lesquels la remise en état, si j'ose dire, la sanction en nature, ça va trop loin. Et la Cour de cassation, elle a dit ça. Alors c'est un mouvement plus général. Au nom des droits de l'homme, la Cour de cassation s'est pris à dire que, après même avoir appliqué la loi française, elle devait se demander si le résultat concret auquel elle parvient viole les droits fondamentaux, viole les libertés fondamentales. Et elle a fait cet exercice en matière de servitude. La première fois, elle l'a fait à propos dans un arrêt du 19 décembre 2019. Elle reproche au juge du fond, comme il leur était demandé de ne pas avoir regardé si la mesure de démolition qu'ils ont prononcée n'était pas disproportionnée au respect d'un droit de l'homme, lequel le droit au domicile. Ce sera souvent celui-là, droit au domicile qui est garanti par l'article 8 de la CEDH. Donc elle a commencé à le dire en 2019. Elle l'a redit tout récemment en 2022. Alors c'est un arrêt qui a quelques semaines. C'est un arrêt dans lequel la proportionnalité n'a pas abouti, si je veux dire. L'argument n'a pas abouti. Ici, c'est un cahier des charges de 1924, on est presque 100 ans plus tard. Le cahier des charges interdit de rehausser les maisons, de surélever les maisons, et on se dit que finalement, de l'eau a coulé sous les ponts. D'autres l'ont fait d'ailleurs, donc un des colotistes dit « je vais le faire moi aussi », sauf que des mauvais coucheurs, c'est la guerre des voisins, hein. Les voisins disent « mais vous n'avez pas le droit, on vous assigne en démolition, vous allez… » c'est colossal comme travaux du coin de défaire ce qui a été fait, de remettre la maison dans son état initial. Il y a un procès qui va jusque devant la Cour de cassation. On invoque tous les arguments que j'ai indiqués précédemment, mais aucun ne fait mouche. On invoque le dernier argument de la disproportion en désespoir de cause. Et la Cour de cassation dit, mais finalement, les juges du fond ont eu raison de dire, en tout cas c'était leur appréciation, que la maison de monsieur et madame Untel qui avait surélevé, cette maison, elle disposait avant des travaux de 3 chambres, ça suffisait pour loger la maison, la petite famille. Donc il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Vous mesurez à quel point c'est discrétionnaire tout ça quand même. Et donc ça n'a pas fait mouche. Alors un tout petit peu plus tôt dans l'année, la Cour de cassation, mais elle s'est trompée pour le coup de logiciel, si j'ose dire. Elle a fait un contrôle de proportionnalité qui a fonctionné, celui-ci, mais elle s'est trompée de contrôle de proportionnalité, si j'ose dire. Est-ce qu'elle continuera de raisonner comme ça ? Je vous expose le problème. Voilà un promoteur qui achète un lot dans un lotissement. Il y a dessus une villa qu'il a le projet de démolir pour y édifier à la place un logement collectif, des garages, etc. Et donc, il le fait. Et puis, le voisin, une fois que tout est fini, l'assigne en démolition en indiquant que le cahier des charges interdit de faire ce qu'il veut faire. Pourquoi ? Parce que dans le cahier des charges, on disait que la construction, c'était pas plus de 30 mètres carrés d'emprise au sol, 30 ou 40. Enfin, en tout cas, on violait indiscutablement le cahier des charges. Et donc là, on brandit la disproportion. Et la Cour de cassation, en effet, considère que prononcer la démolition, ce serait disproportionné. Mais voilà le raisonnement. On dit la construction réalisée, située à l'arrière de la villa des demandeurs, des mauvais coucheurs, si j'ose dire, cette construction faite par le promoteur, donc située à l'arrière de la villa des demandeurs à la démolition, n'occultait pas leur vue. L'expert étant d'avis dans ce procès qu'il n'en résultait pas une situation objectivement préjudiciable, mais seulement un ressenti négatif, dit-on. Et la Cour de cassation ajoute, il était totalement disproportionné de demander la démolition
gestion d'un immeuble d'habitation collective dans l'unique but d'éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l'immeuble avait été construit dans l'esprit, c'est nouveau ça comme critère, l'esprit du règlement, à défaut d'en respecter la lettre, dans l'esprit du règlement du lotissement et n'occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis. Alors pourquoi je dis que tout ça est curieux? C'est qu'ici, le contrôle de proportionnalité, on ne le fait pas au nom des droits de l'homme, ce qui était le seul raisonnement jusqu'alors que menait la Cour de cassation. C'est pas au nom de l'article 8 de la CEDH qu'on le fait ici. On relève l'absence d'une disproportion manifeste, je cite la Cour, disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. C'est pas du tout pareil qu'une atteinte disproportionnée au droit au logement. Là, on dit il y aurait une disproportion entre le coût de la démolition pour le démolisseur, pour le débiteur, notre promoteur donc, et l'intérêt qu'aurait le créancier, les voisins mauvais coucheurs, à obtenir cette démolition. D'où vient ce critère? Il ne sort pas du chapeau. Il est inspiré directement d'un texte qui n'était pas encore applicable à l'affaire. C'est le nouvel article 1221 du Code civil, qui est issu de l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, et qui vient dire que quand un contrat n'est pas respecté, on peut demander la sanction en nature, des obligations qui y sont stipulées, sauf si l'exécution en nature serait disproportionné dans son coût pour le débiteur par rapport à l'intérêt qu'en retire le créancier. C'est totalement bizarre d'avoir raisonné comme ça pour deux raisons. Un, le texte, on s'en inspire, mais il n'était pas encore applicable au fait de la cause. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce texte, il déroge au droit antérieur. Donc là, pour le coup, c'est un revirement par anticipation, en quelque sorte. Et deux, mais à nouveau, il y a un gros problème d'analyse. Ce texte, il concerne la méconnaissance des obligations contractuelles, des droits personnels, des créances. Notre sujet, c'est des servitudes, là. C'est pas des créances. Donc ça fait très peur, cet arrêt. On se dit, peut-être que la Cour de cassation a oublié que les seules stipulations du cahier des charges qui peuvent inquiéter le sous-acquéreur du colotis d'origine, c'est les droits réels, c'est pas les droits de créance. Donc là, cet arrêt, il va pas du tout, je trouve, dans le bon sens. Il est assez inquiétant. L'heure vient de nous quitter ou d'arrêter. Je termine par un tout petit propos prospectif. Comment en finir avec cette affaire? En finir, si on veut en finir, d'ailleurs. Je vous ai dit qu'il y avait deux points de vue politiquement respectables l'un et l'autre. Mais si on veut vraiment aboutir au résultat qu'avait en vue la loi Allure, comment en sortir? Il y a deux pistes que je vous livre. La première, je développe pas, ce serait de supprimer l'alinéa 3, ça c'est délégué Ferranda, supprimer l'alinéa 3 de l'article L442-9 du Code de l'urbanisme, en essayant de prendre au mot, cette fois-ci, le législateur lorsqu'il dit que les dispositions de nature réglementaire d'un cahier des charges non approuvé sont caduques par l'écoulement d'un délai de 10 ans, sans qu'on dise que le cahier des charges continue à maintenir sa vigueur contractuelle entre les colotis. Ce serait une première manière de faire. Est-ce constitutionnel? On peut en discuter. Je ne lance pas ce débat ici même. Il y a une deuxième manière de s'en sortir peut-être, cette fois-ci de léguer l'ATA, c'est-à-dire en l'état du matériau existant. Je vous livre cette idée. C'est que, et je reviens sur la troisième étape de mon raisonnement, sur la prescription. On constate souvent, quand on entend des promoteurs nourrir tel ou tel projet à l'égard de tel ou tel lotissement, la première réaction, c'est de se dire, bon, j'ai un cahier des charges qui contrevient à mon projet, mais aussitôt, on regarde ce qui s'est fait dans le lotissement et on constate que ça a été violé, allègrement violé, très souvent, par tel ou tel des colotis. Donc, la vraie réflexion à mener aujourd'hui, c'est de se dire, mais si quelqu'un a violé la loi commune, si quelqu'un a violé ce contrat, est-ce que la prescription qu'a joué au moins pour cet infracteur-là, est-ce qu'elle ne devrait pas jouer pour tout le monde? Est-ce qu'on ne devrait pas dire que cette servitude s'est pas éteinte pour tous les colotis? C'est pas l'état du droit positif. La Cour de cassation aujourd'hui et les juges du fond disent deux choses. Ils disent, quand vous avez violé une servitude de lotissement, pendant plus de 30 ans, sans protestation des voisins, la seule chose qui s'éteint, c'est l'action en démolition des voisins, ce qui veut dire que si vous démolissez spontanément la construction et que vous voulez reconstruire, la servitude s'applique à nouveau à vous. Vous n'avez pas vraiment libéré votre lot de la servitude. Et deuxièmement, on dit que si on veut faire disparaître la servitude pour tout le monde, il faut que tout le monde l'ait violée. Il faut que tous les colotis l'aient méconnue. Est-ce que c'est sage de raisonner comme ça? J'ai un énorme doute. Est-ce que vraiment le droit civil commande cette solution? C'est lié à des développements que Jean-Louis Bergel avait avancé dans sa thèse. Je crois qu'on est sur le logiciel de Jean-Louis Bergel, qui avait sans doute des raisons de défendre cela, au nom de la réciprocité des servitudes de lotissement. Je trouve pas ça sage du tout.
et je prends un exemple très simple. En copropriété, comment ça se passe? Le règlement de copropriété, c'est un peu pareil. Il veut traverser les siècles, il veut traverser les âges, il a fixé une règle du jeu, mais est-ce qu'on est tyrannisé par les fondateurs des copropriétés? Dans mon immeuble, on interdit aux domestiques de prendre l'escalier principal, sauf ceux qui sont affectés à l'enseignement des maîtres, ou des enfants des maîtres, pardon. Plus personne n'applique cette clause, parce qu'on estime qu'elle est complètement dépassée. Pourquoi on serait tyrannisé en matière de lotissement et on l'est pas en matière de règlement de copropriété? En matière de règlement de copropriété, si l'un des copropriétaires a violé une disposition du règlement, on a un truc génial, c'est la destination de l'immeuble. On considère que ça a pu impulser un changement de la destination de l'immeuble, et dès lors, c'est le nouvel étalon, cette destination de l'immeuble réactualisée, qui permettra de jauger les choses permises et les choses interdites. Pourquoi on ne raisonnerait pas de la même manière en matière de lotissement? Le dernier mot pour Jean Carbonnier, qui avait dit qu'à chaque fois qu'on prétend qu'un droit est perpétuel, on n'est pas très sage. La perpétuité, disait-il, c'est un mot que les hommes ne devraient pas utiliser parce qu'il n'est pas à leur échelle, et je crois qu'il avait raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est assez étonnant de voir qu'un sujet comme le lotissement peut être aussi passionnant depuis tant de temps. Et je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne suis pas là pour ça, puisque je suis plutôt pour le respect des règles de la propriété, justement dans la copropriété, à part votre règle qui n'est qu'une règle de vie et non pas une règle de propriété. Dans une copropriété, aucune des règles ne peut être modifiée, sauf avec l'accord d'une majorité qualifiée, alors que dans les lotissements, ce que la loi Allure voulait faire, c'était justement d'aller construire des immeubles collectifs dans des terrains que un tel ou un tel avait acheté avec la certitude d'être dans un environnement calme, bourgeois, tranquille, etc., etc. Mais je suis pas là pour débattre. Oui, parce que je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle et je ne sais pas s'il y a des micros et s'il y a des questions. Il y a des micros. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'en autorisez deux? Oui. Pour revenir au début de l'intervention de Madame Noguello sur l'arrêt par rapport au surplomb, je crains que cet arrêt jette un peu une incertitude dans la pratique des opérateurs, parce que les opérateurs vivaient pendant longtemps avec l'idée que dès lors que cette pièce, la PC10, n'était pas réclamée, ils n'avaient pas à aller plus loin vers une procédure d'autorisation d'occupation de domaine public. Là, aujourd'hui, en disant, vous êtes tenu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature du surplomb, vous êtes tenu de joindre cette pièce PC10. Est-ce que ça veut dire, la pièce PC10, en plus, c'est pas l'autorisation qui est jointe, c'est l'engagement du gestionnaire du domaine de poursuivre la procédure. Donc, est-ce qu'on doit aller au bout, une fois qu'on a joint la pièce PC10, qu'on a eu le PC? Si on va pas au bout, qu'est-ce qui se passe? Et si on va au bout, aussi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va demander une autorisation d'occupation temporaire pour des balcons, moyennant redevance. Est-ce qu'il faudra payer une redevance? Est-ce que ça pourra dire que un beau jour, si le gestionnaire du domaine dit « Ah, vous m'enlevez tout ça parce que c'est précaire, on va raser les façades des immeubles ». Donc voilà, c'est un peu les questions qui se posent, je crois. Et la deuxième question, par rapport à l'effet cristallisateur de l'ADP, ou du permis d'aménager, cet arrêt a été plutôt bien reçu. Pourtant, à mon avis, il pose une difficulté, parce que la plupart du temps, quand on dépose une DP, on va céder son terrain sous promesse d'obtention par le candidat acquéreur d'un permis de construire. Et ça veut dire quoi? Que les services instructeurs vont dire à l'acquéreur pressenti « Ah non, attendez, monsieur, la division n'est pas effective, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir du maintien de la cristallisation des règles, donc je vous refuse votre PC », avec toutes les conséquences après que ça engagera sur la condition suspensive pas réalisée. Donc à mon avis, il y a une vraie difficulté avec cet arrêt. Il faudrait distinguer l'hypothèse où le PC est demandé par le lotisseur lui-même, où effectivement ça s'entend tout à fait, c'était le cas d'espèce, du cas où c'est pas le lotisseur qui demande le PC, mais le candidat acquéreur. Je vous remercie. Alors sur la question que vous soulevez, vous me permettrez de faire une réponse très prudente, qui est que là, ce qui a été jugé, c'est simplement au stade de la demande de permis de construire. La seule chose qui est exigible, c'est la pièce qui atteste qu'il s'engage à
Est-ce qu'ensuite, parce qu'ensuite la question de la légalité du permis de construire n'est absolument pas affectée par l'existence ou la non-existence de l'AOT. Enfin, c'est sans rapport. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout pour la légalité du permis de construire? Non, c'est sûr. Est-ce que ensuite on peut considérer qu'il fallait aller jusqu'au bout et qu'il fallait donc une AOT avec toutes les conséquences qui s'attachent à la délivrance d'une AOT? Je préfère ne pas vous répondre parce que je n'ai pas la réponse. Voilà. Ce qui est vrai, c'est ce que je soulignais précédemment, c'est que ça conduit nécessairement à consacrer une vision du domaine public qui n'est pas simplement une vision statique, mais de considérer que la domanialité publique s'élève dans les airs comme la propriété, en quelque sorte, ce qui n'est pas complètement naturel. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, parce que je vais faire la réponse très prudente des membres du Conseil d'État que je commence à mieux maîtriser. C'est la seule chose qui a été jugée à ce stade, c'est que il faut, dans le cadre de la demande de permis de construire, obtenir en cas de surplomb cet acte qui n'est pas du tout une autorisation. Hein, c'est pas l'AOT du tout qui est c'est simplement ça. Mais j'ai très bien entendu toutes les questions. Oui, on est tout à fait d'accord. Dans cette affaire, le prétendu lotisseur demandait le permis pour lui. Alors, il disait un peu comme vous quand même, il disait, mais mon autorisation n'est pas caduque encore. Évidemment, si on a une promesse de vente et que le permis est demandé par un tiers, alors même que le lotissement, enfin la division n'est pas encore effective, il n'y a pas encore eu de transfert de propriété, je suis de votre avis. Je ne pense pas que le Conseil d'État considérerait qu'il n'y ait pas d'effet cristallisateur ici. Peut-être un élément pour répondre à la question, puisque cette question, elle a donné lieu à beaucoup de débats. Vous avez des auteurs qui sont beaucoup émus de cette solution, notamment Jérôme Trémaux. Et effectivement, le trouble est né, je crois, de la formule un peu générale qui figure dans la décision, mais qui suit en fait un cas d'espèce qui était extrêmement particulier. Et si vous allez regarder le fichage de la décision, le cas d'espèce apparaît dans le fichage, ce qui est vraiment fait pour montrer qu'il s'agit d'une décision d'espèce, dans un cas exactement ce que Charles vient de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il était évident dans cette affaire que c'était pas un lotissement, enfin qu'il a jamais, c'était juste. Peut-être aurait-il été possible de mobiliser la notion de fraude. Enfin, c'était quelqu'un qui voulait très clairement bénéficier de la cristallisation sans avoir aucune intention de subdiviser, donc de diviser, pardon. Donc on n'était pas dans le cadre. Mais le fait qu'il y ait bien dans le fichage de la décision, si vous allez le voir, justement ce cas d'espèce, ça adoucit la portée de la règle qui est exprimée et qui, évidemment, n'a pas vocation à remettre en cause les promesses à la vente sous conditions suspensives. C'est pas possible. Voilà. Je me permets, puisque j'ai la chance d'être assis à côté d'un membre du Conseil d'État, d'insister sur les effets extrêmement... Voilà, parce que les investisseurs étrangers, bon, vous allez me dire qu'il y en a de moins en moins actuellement, mais ils vont revenir. Les investisseurs étrangers à qui il faut expliquer que les villes, notamment la ville de Paris, mais il n'y a pas que la ville de Paris, poussent à ce que des effets architecturaux soient réalisés avec des saillies sur la voie publique, mais que cette saillie sur le domaine public n'est que l'effet d'une autorisation précaire, ça les crispe beaucoup. C'était tout. Le droit public a ceci de bon qui crispe les investisseurs étrangers de manière générale. Donc, mais j'ai entendu les observations. J'ai deux questions pour Hazen Noguelou, justement. Parce que la première décision que tu as relatée sur la naissance d'une autorisation tacite dès lors que la demande de pièces complémentaires est illégale, pose peut-être il y a un problème de temporalité, tout simplement. C'est que finalement, on est obligé d'attendre le refus pour faire en cours. La question que je voudrais te poser, c'est de savoir si, de ton point de vue,
Sans engager le Conseil d'État, bien évidemment. Le référé suspension est recevable contre une demande de pièces complémentaires infondées, parce que ça permettrait de régler le problème un petit peu en amont, la première chose. Et la deuxième question, mais alors là sur le permis modificatif, c'est finalement lorsque le constructeur a déposé une DACT, et qu'il est confronté à une non-conformité, est-ce que derrière on est sous quel régime finalement? Est-ce qu'on considère que c'est achevé, donc pas de PCM? Est-ce que c'est un PC de régularisation? Enfin, je ne sais pas si le Conseil d'État a réfléchi un peu à cet aspect. Sur la première question, c'est la décision dit bien que c'est une décision illégale, le fait de demander des pièces. Donc oui, non, théoriquement très possible, mais le problème c'est l'urgence, ce que j'allais dire. Eu égard à ce que sont les délais d'instruction, je vois pas trop. Je vois pas où l'urgence. Mais c'est là où, à mon avis, il y aura un souci pour le référé suspension. Pour la deuxième question, c'est tout le problème. Et à ce stade, dans tous les cas de la jurisprudence, il y a une différence qui demeure entre le PC modificatif et la mesure de régularisation, qui est l'achèvement. Est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir? C'est là le mouvement n'est pas complètement achevé, le pas est pas complètement franchi de ce point de vue-là. Et c'est vrai que du coup, ça soulève des difficultés. Dans le cas que tu invoques, si on est après achèvement et qu'on n'est pas dans le cadre d'une mesure de régularisation, non, il n'est pas possible de passer par un PC modificatif. C'est sûr. Est-ce qu'on peut pas considérer que finalement c'est pas parce que le constructeur a déposé une DACT que pour autant l'immeuble est achevé dès lors qu'il est non conforme? Est-ce qu'il n'y a pas un moment de suspension en quelque sorte? C'est juste qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, quoi? Non, mais c'est pas que ce moment-là. D'ailleurs, je suis d'accord complètement. À mon sens, il y a peut-être une réflexion qui va naître sur est-ce que ce critère de l'achèvement est le bon critère? Est-ce qu'on doit demeurer dès lors qu'on a maintenant parce que ça peut donner lieu à des choses un peu absurdes, qu'il vaut mieux passer par la régularisation, donc à la limite attendre que le juge plutôt que de faire soi-même. Donc c'est vrai. Oui, c'est possible qu'il y ait. Bon, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais sur cette question, je me permets de dire que Pierre Soler-Couteau va aux confins de la décision pour voir ce que ça donne, mais dans un cas très pratique, sans qu'il y ait de contentieux, il arrive très très souvent que les opérateurs se disent « Ah, si je fais une modification sur tel ou tel aspect, je vais tomber dans un permis nouveau ». Et là, j'ai l'impression qu'avec ça, j'ai plus cette question imposée. Ah non, là, le permis nouveau, honnêtement, il faut que ça change la nature même du projet. Ouais, c'est ça. Donc, pour arriver à changer la nature même d'un projet, alors après, il faut voir ce que ça donne. Je peux même pas à ce stade donner d'exemple. Justement, j'ai l'impression que cette décision vient faciliter un peu l'analyse dans les opérations classiques. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, il faut vraiment insister sur un point parce que c'est quand même très important. C'est que ça conduit aussi à créer. C'est une source d'insécurité juridique aussi quand même, parce que dès lors que vous revenez sur plus vous revenez sur le projet, plus vous réouvrez du contentieux possible. À tous les tiers, y compris ceux qui ont déjà attaqué. Donc c'est voilà. Oui, je voulais juste rebondir sur la question donc de changer la nature. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire une recherche de la jurisprudence des juges du fond depuis 2 ans sur la question, en regardant comment les juges du fond avaient réagi, essentiellement sur le PC de régularisation, puisque l'arrêt, c'est 2020, donc on a 2 ans de recul, on ne l'a pas sur le PC modificatif. Alors c'est intéressant et frustrant parce que il y a beaucoup de solutions sur la trentaine d'arrêts qu'il y a qui sont des évidences. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne change pas la nature parce qu'on ne fait pas des choses considérablement importantes. Ce qui est intéressant, c'est que dans 2 ou 3 arrêts, quand on change la destination sur l'ensemble du projet, là on change la nature. Alors ça, c'est quelque chose qui semble apparaître. La question qui va se poser, c'est si on change des points importants sur le projet, alors des points, on a 2 ou 3 exemples de jurisprudence où on changeait, mais alors c'était sur des petits projets. Alors c'est vrai que si on change la façade, et puis on change un escalier, et puis on change la destination d'une partie, on dit on change pas la nature. Finalement, c'est assez logique.
Mais si on a un gros projet, il y en a quelques-uns aujourd'hui dans la région parisienne, et qu'on décide de modifier des points importants de ces gros projets, mais finalement qui gardent quand même leur but, leur utilité, leurs grands équilibres, est-ce qu'on change la nature ou pas? Et ça va être quand même une source d'incertitude non négligeable pendant un certain temps, le temps que, je dirais, dans 3-4 ans, on ait des exemples jurisprudentiels plus nombreux et que peut-être vous ayez pu vous-même, Conseil d'État, statuer là-dessus. Et avec la question de savoir le degré du contrôle du juge de cassation, ça renvoie un peu à ce que je disais précédemment aussi. C'est-à-dire que là, je crois que c'est vraiment les juges du fond qui vont avoir un rôle et avec une appréciation qui est forcément très casuistique. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien que vont être pris en compte le type de règle qui, potentiellement, si c'est de la régularisation, le type de règle méconnue, est-ce que c'est une règle très précise de hauteur? Là, on voit bien comment on peut baisser, monter. Mais si c'est quelque chose de beaucoup plus du type R111-27, enfin des choses qui sont beaucoup plus subjectives, on arrive forcément là, ça devient très compliqué de ne pas changer la nature même, parce qu'en fait, s'il s'agit de l'insertion dans l'environnement, dans son environnement d'un projet, on peut faire ce qu'on veut, ce sera compliqué qu'il s'insère. Donc, quand on touche vraiment à l'insertion du projet dans le site, finalement, de toute façon, alors c'est sur des permis de régularisation, la régulation est impossible parce que de toute façon, il faudrait quasiment soit changer le projet, soit changer le site. C'est ça. Là, on change la nature. Exactement, c'est un peu le raisonnement. De toute façon, là, ce qui est jugé pour la régularisation sera la même chose pour le modificatif. Ça, c'est sûr, parce que vraiment, c'est la même clé de lecture. La seule question, c'est l'achèvement. Et donc, il demeure ça, mais sinon, ça va être exactement la même clé de lecture. Mais c'est là où on voit bien que je pense aussi que ça dépendra non seulement donc, des changements apportés, mais de la nature des règles qui ne sont pas respectées. On va voir. Il est possible qu'il y ait de la jurisprudence du Conseil d'État dans pas trop longtemps. Je voulais une question, mais vraiment très courte, puisque sinon, on n'aura pas la pause. C'est juste l'autre versant, c'est sous réserve des droits des tiers, alors, pour attaquer les décisions si on venait à modifier de manière excessive. Mais il y a d'autres tiers qui sont des tiers contractants. C'est que c'est une opération de construction dans laquelle il y a des engagements contractuels et dans lequel la modification de l'économie du projet ou de sa nature peut bouleverser sensiblement les équilibres constructifs, les équilibres des marchés de construction passés, les équilibres de couverture assurantielle passés, les droits d'auteur détenus par les architectes liés au PC d'origine. Autrement dit, c'est pas parce que sur le plan urbanistique ça sera possible, et ce qui est nécessaire, parce qu'on rencontre parfois des aléas et des nécessités d'adaptation, qu'il faudra estimer que ça réglera le problème judiciaire qui naîtra nécessairement d'une modification trop sensible du projet initial. Et je laisse de côté volontairement les autres enjeux que sont les ventes en l'état futur d'achèvement, les engagements des contrats de promotion immobilière attenants. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier dans l'analyse de ces sujets-là, qu'il y a toujours deux côtés, un côté clair évidemment urbanistique et administratif, mais un gros côté obscur qui sont les contrats qui sont par définition antérieurs à ces sujets-là. Et donc du coup, il y a une grosse partie judiciaire qui va suivre et sur lequel nous on est assez inquiets côté judiciaire des conséquences de cette jurisprudence-là. Et donc je pense qu'il faut regarder des deux côtés en même temps. Voilà, avant de décider, il faut regarder des deux côtés en même temps. Honnêtement, c'est un équilibre que seul l'opérateur peut trancher. C'est à lui de voir si c'est faisable, si c'est pas faisable. Il sait que pour coller à la légalité du côté du droit de l'urbanisme, c'est ça qu'il faut faire. Après, est-ce que c'est faisable au regard à ce que sont ses autres engagements? Ça, c'est une question qui, fort heureusement, n'intéresse pas le Conseil d'État. Mais oui, vous avez raison de souligner ça. Et c'est vrai que le point que vous faisiez sur les acheteurs potentiels est évidemment un point important. Mais bon... Je vous propose qu'on arrête là. 10 minutes de pause au lieu d'un quart d'heure. Monsieur Perroni-Marquet, vous êtes d'accord? Et donc, on se retrouve d'ici dans 10 minutes. Merci beaucoup.